assez vite. À écouter notre prochain orateur, Camille Momer de Natura Mater. Natura Mater est une start-up bruxelloise fondée par 5 passionnés. La société source des matériaux de construction durables pour accélérer la transition écologique du secteur en sélectionnant des matériaux. Camille, je te laisse la parole. Merci beaucoup Isabelle. Alors, je ne vais pas m'attarder par le côté déprimant de l'impact écologique du secteur de la construction avant de commencer. Je pense qu'on sait tous qu'il est relativement impactant. Il y a un chiffre pourtant qui me semble vraiment essentiel et que j'ai très envie de partager avec vous ce soir, c'est que 50% de l'impact écologique d'un bâtiment, il est fixé au moment de sa construction. Le reste, c'est la maintenance, c'est l'énergie à l'utilisation, donc de chauffer par exemple une fois que vous l'habitez, mais 50% sont fixés au moment de la construction du bâtiment. Ça veut dire aussi que la bonne nouvelle, c'est que c'est 50% de la solution de l'impact écologique du monde de la construction. La conclusion que nous, on a tirée chez Natura Mater, c'est que le choix des matériaux qu'on décide de mettre dans son projet de construction ou de rénovation, il est fondamental. Alors, quand on parle de matériaux durables, il y a plein de sortes, il y a plein de définitions. Chez Natura Mater, on se concentre sur 3 types de matériaux en particulier. Alors, il y a les matériaux qu'on appelle biosourcés, donc qui sont issus de la masse végétale, animale du monde. Ça peut aussi des champignons. Les plus connus sont, vous avez sûrement, évidemment, le bois. Vous avez entendu probablement aussi parler du chanvre, de la paille. Mais il y a aussi de la laine de mouton, par exemple, qu'on peut utiliser comme isolation. Bref, il y a une pléthore de matériaux existants. La deuxième famille avec laquelle nous on travaille beaucoup, c'est les matériaux géosourcés. Et donc là, on parle de matières minérales, mais qui sont très peu travaillées ou transformées. Évidemment, toutes les sortes de roches, de pierres, mais aussi l'argile, la terre, la chaux, etc., etc. Et alors, la dernière famille avec laquelle on travaille, et c'est parfois un peu plus compliqué, mais néanmoins, ça reste très intéressant et il faut vraiment travailler à développer ces filières-là, c'est la filière du réemploi ou de la récup, comme on peut dire. Et là, ce que Nicolas disait est tout à fait juste. Il y a 2 réflexions à avoir, je pense. Et au plus vous prenez votre projet en amont, au plus ça peut se réfléchir avec votre architecte et ou avec votre entrepreneur général. C'est d'éviter le déchet qui n'a pas lieu d'être. Parfois, ça semble plus simple de tout enlever, de tout remettre. Des murs, des cloisons, des faux plafonds, des anciennes cheminées, des carrelages au sol, par exemple. Or, parfois, ne pas enlever a une vraie valeur ajoutée et on évite le surdéchet qui n'est pas nécessaire. Et donc ça, c'est vraiment une réflexion à avoir en amont. À côté de ça, la filière qui est un peu plus connue de la récup, c'est de se dire, on récupère des matériaux, soit de votre chantier, pour les mettre ailleurs. Ça peut être des sanitaires, par exemple, mais ça peut aussi être des choses plus simples, comme des bois, des carrelages, où on va, dans des magasins ou dans des filières spécialisées, récupérer des matériaux qui ont été extraits d'un autre chantier et qu'on va pouvoir venir installer sur son propre chantier. Alors depuis que moi je travaille dans les matériaux durables en construction, je me rends compte qu'il y a énormément de préjugés sur les matériaux. En termes de prix, très certainement, les matériaux durables sont plus chers, ils sont pas toujours fiables, ils durent pas tout le temps, ils pourrissent sûrement. Et donc, je voulais un peu passer en revue certains aspects plus pratiques de ces matériaux avec vous, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de méconnaissances, et pas du côté seulement des maîtres d'ouvrage, mais aussi du côté de beaucoup de professionnels qui ne connaissent pas encore forcément ces matériaux et ces filières. Et que cette méconnaissance, en fait, engendre une peur, et la peur et le risque engendrent toujours un coût sur un projet de rénovation. Et donc moi, ça me semble vraiment important que vous, en tant que maître d'ouvrage, qui êtes vraiment le visionnaire de votre projet, c'est votre bébé, ça prend beaucoup d'espace, c'est un gros budget, ça prend de l'espace mental, c'est important que vous puissiez vous outiller aussi par rapport aux professionnels avec qui vous allez travailler pour pouvoir accompagner ce changement et faire rentrer cette vision que vous avez de vos matériaux à l'intérieur de votre projet. Alors, premièrement, mais là, je fais un clin d'œil à Nicolas qui a déjà soulevé le sujet. On dit souvent que c'est des matériaux qui sont relativement
peu fiables, où on pense qu'ils sont moins fiables. Il y a plein de matériaux, plein de bâtiments qui sont très très vieux, qui ont été construits historiquement avec des matières seulement biosourcées, géosourcées, souvent circulaires, très souvent très locales, et ces bâtiments tiennent toujours. Donc une fois que le matériau est durable et que la mise en œuvre a été bien faite, il faut quand même se rendre compte qu'il n'y a pas de risque avec beaucoup de ces matériaux. Et chez Natura Mater en particulier, on fait très attention à ça, c'est qu'il y a plein de matériaux aussi un peu plus innovants, on parle par exemple d'isolation en fibre végétale, qui sont certifiés et on s'est démontré qu'ils sont tout à fait durables dans le temps et qu'ils font le job, comme on dit. Donc là, il faut vraiment faire attention à ne pas partir du principe qu'ils sont moins fiables. Un autre aspect qui est vraiment important, et là je vais un peu creuser parce que pour nous c'est vraiment important, c'est la durée du bâtiment dans le temps. De nouveau, Nicolas a un peu abordé le sujet, mais les études ont démontré que, en moyenne, un matériau mis en œuvre dans un bâtiment, il a une durée de vie de 60 ans. Pourquoi ? Parce que certains matériaux doivent être changés plus vite. On va plus vite changer aujourd'hui un châssis ou un isolant, mais certains, les murs structurels, peuvent durer plus longtemps. Donc c'est une moyenne de matériaux. Mais par contre, ça veut dire aussi que quand on met un matériau dans un bâtiment, on a une responsabilité sur le choix du matériau, parce qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue que ce qui va rester dans le bâtiment. Je m'explique avec un exemple tout simple. Je voulais isoler ma façade arrière, comme probablement beaucoup de personnes à Bruxelles. Donc on a fait venir des entrepreneurs pour demander des devis, et j'avais la volonté de le faire en matériaux en fibre végétale. Et un des entrepreneurs m'a dit directement, oui, mais ça va pas tenir. Vous allez voir, le pur, donc le polyuréthane que je vais vous mettre, il ne bouge pas dans le temps. Eh bien non, il ne bouge pas dans le temps, mais c'est aussi une partie du problème. C'est-à-dire qu'en moyenne, il va rester 60 ans sur ma façade arrière. Mais par contre, une fois qu'il va être retiré de ma façade arrière, parce qu'il y aura un changement de bâtiment, que peut-être on va détruire mon bâtiment, qu'à terme on mettra autre chose, je ne sais pas. En fait, j'aurais créé 100 mètres cubes de polyuréthane qui n'est pas recyclable, que la seule chose qu'on arrive à le faire, c'est le brûler, mais c'est extrêmement toxique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va les enterrer. Pour le moment, on ne sait pas très bien quoi en faire. Donc c'est un peu comme les déchets nucléaires, on les enterre. Trouver une solution. Et donc, c'est vraiment important, quand on parle de durabilité, de aussi savoir que durable, ça ne veut pas forcément dire que le matériau ne peut pas bouger pendant des milliers d'années. Ça veut juste dire que le matériau doit durer le temps dont on en a besoin. Et donc ça, c'est une vraie question à vous poser quand vous discutez avec les personnes avec qui vous allez travailler pour votre projet de rénovation. Du coup, dans cette réflexion-là, de se dire de nouveau de quoi on a besoin, de quels matériaux on a besoin, à quel endroit dans le bâtiment. On n'est pas du tout contre le ciment ou contre le polyuréthane. Je pense que c'est des matériaux qui ont démontré qu'ils avaient des grandes valeurs ajoutées. Nous, la question qu'on a envie de se poser, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment des matériaux qui doivent être la norme partout où on les utilise, alors qu'ils ont quand même un gros impact écologique? Est-ce que ce ne serait pas mieux de garder ces matériaux-là seulement là où leurs spécificités techniques sont vraiment intéressantes, et ailleurs, ils peuvent être challengés par des matériaux beaucoup plus écologiques? Alors peut-être juste pour rappeler pourquoi un matériau écologique est plus ou moins écologique, en tout cas nous ça nous parle. Tout d'abord, surtout pour tout ce qui est en fibre végétale, il faut savoir que c'est des stockeurs nets de CO2. Ça veut dire qu'en mettant des cloisons ou des isolants en fibre végétale, au lieu d'émettre du CO2, vous allez en stocker. Ça veut dire qu'on peut faire de nos villes des jungles de stockage de CO2, et on sait qu'on en a besoin parce que le CO2 c'est la première source du réchauffement climatique. Deuxièmement, c'est de réfléchir à la production des déchets qu'on crée pour dans 40, 50, 60 ans. De nouveau, mettre des matériaux écologiques durables, c'est éviter des déchets que nos enfants et petits-enfants devront gérer. Et dernièrement, mais je ne vais pas rentrer dans le dossier, c'est dans le sujet plus en profondeur, c'est de se dire que chaque région a des ressources végétales et de sol qui sont différentes, et peut-être qu'on a tout intérêt à recréer des systèmes de distribution où localement on va produire un isolant sur base d'une plante qui existe dans ce secteur-là, plutôt que d'avoir quelques usines dans le monde qui fabriquent tous les matériaux qu'ils dispatchent après tout autour de la Terre.
Ce qui est important aussi à savoir, mais ça, effectivement, là, je rejoins Nicolas, c'est que c'est pas parce que on veut travailler avec des matériaux écologiques qu'on a besoin d'avoir une finition un peu roots. Ça, on pense souvent à ça quand on parle des maisons de paille terre. Alors, il y a des gens qui adorent ces visuels ou ces look and feel là, mais pas obligatoirement. On peut avoir un intérieur totalement à la scandinave avec des matériaux durables. C'est la photo que vous voyez, c'est la maison une des maisons sur lesquelles on a sourcé les matériaux. Le panotage est fait en paille, donc c'est une alternative aux panneaux de plaques de plâtre type Gyprox ou Knauf. L'isolant est en herbe séchée d'une société qui se trouve d'ailleurs en Belgique. Et alors, on peut faire finir un enduit blanc qui est un enduit à l'argile plutôt que d'un plafonnage peint. Et en termes de, typiquement, si vous avez envie de mettre un beau plancher, il existe des alternatives en bambou qui, elles, sont des stockeuses nettes de CO2. Là où pour le plancher, un peu par exemple de chêne type qu'on utilise beaucoup, que les gens aiment beaucoup, en fait, on est en train de déforester des forêts primaires en Roumanie. Et ça, par contre, c'est dommage. Une autre chose qui me semble vraiment important à communiquer avec vous, c'est que souvent, on parle d'un matériau durable un peu plus cher. Alors, c'est de manière générale, on va appeler un chat, c'est plus ou moins vrai. Les matériaux, il y a un peu toutes les gammes de prix, mais souvent, ils sont au moins 5 à 10% plus chers qu'un matériau conventionnel. Maintenant, il faut se rendre compte que les matériaux dans un projet de construction ou de grosse rénovation, c'est plus ou moins 20 à 30% du budget total. Donc c'est 33% si on compte toutes les techniques chaudière, plomberie, etc. Mais si on parle par exemple juste du gros œuvre et de la finition, on est plutôt sur 20%. Ça veut dire que si vous avez un projet qui est à 100 000 euros, il n'y a que 20 000 euros qui vont directement aller pour financer les matériaux. Le reste, c'est de la main-d'œuvre. Donc, même s'il y a 10% de surprix ou de surplus pour les matériaux, sur le budget total que vous allez vous payer à votre entrepreneur, il y a la différence va être plus petite que la marge d'erreur que vous avez dans votre budget. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Parce que, et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs... quand ils ne connaissent pas les matériaux, ils ne sont pas très à l'aise. C'est vrai qu'ils ont quand même des garanties à donner sur le travail qu'ils vont fournir. Ils ont une manière de travailler, ils ont des habitudes. Et changer les habitudes, pour eux, ça induit un risque. Ils ont l'impression de prendre un risque avec un matériau qu'ils ne connaissent pas. Et ce risque-là, en fait, ils vont le compenser en surestimant le coût de main-d'œuvre pour un matériau qu'ils ne connaissent pas. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous, en tant que maître d'œuvre, vous pouvez insuffler votre vision matériaux à votre entrepreneur général, à votre architecte. C'est quelque chose sur lequel il faut bien communiquer en amont. Là, je rejoins totalement Nicolas. Mais il faut aussi emmener surtout l'entrepreneur général pour le rassurer que cette mise en œuvre, que son travail ne va pas être plus risqué, que les matériaux ne sont pas forcément plus difficiles à mettre en œuvre, qu'ils ne sont pas forcément moins durables dans le temps, justement, qu'il peut même gagner du temps de chantier. Et tout ça, c'est un travail à faire et c'est un travail qu'on fait quotidiennement chez Nature Amateur. Mais c'est important que vous vous rendiez compte que quand un entrepreneur général vous dit oui, mais ça, c'est plus cher. Il faut regarder le projet dans sa globalité. Ce n'est pas parce que le matériau est plus cher qu'au total, ça reviendra plus cher ou à peu de choses près. Par ailleurs, en fonction de où vous habitez, sachez que les rénovations avec des matériaux écologiques, vous avez droit à des surprimes, que vous soyez à Bruxelles ou en région wallonne. Et donc, ces surprimes compensent en général vraiment la différence de prix du matériel. Juste pour vous donner un petit exemple, une cloison un peu standard dans le bâtiment qu'on utilise beaucoup. En prix de matériaux, on va être 26 € le mètre carré, parce qu'on compte toujours en mètre carré. Nous, on a développé une cloison qui est totalement biosourcée et qui, en prix de matière première, revient à 29 € le mètre carré. Par contre, évidemment, du coup, si vous dites ça à l'entrepreneur, il dit « mais c'est plus cher, ça mange ma marge », mais après, vous lui expliquez « oui, d'accord, mais comme c'est un enduit à l'argile, il ne faudra pas le poncer, il faudra beaucoup moins nettoyer le chantier, et il ne faut pas le peindre. Donc, ça fait gagner de la main-d'œuvre. » Et donc, c'est dans cette réflexion-là qu'il faut emmener votre entrepreneur général et votre architecte pour que le matériau ne vienne pas gréver votre budget à cause d'une mise en œuvre ou d'une peur d'une mise en œuvre. Voilà. Je voulais juste terminer en disant que de notre expertise, de notre expérience au quotidien,
vous, en tant que maître d'œuvre, maître de l'ouvrage, vous avez vraiment cette opportunité d'aussi motiver les gens avec qui vous allez travailler, les architectes, les entrepreneurs généraux, à changer leurs habitudes et à leur faire connaissance avec des matériaux qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude d'utiliser, mais qui, une fois qu'ils les sont appropriés, pourront peut-être faciliter la mise en œuvre à grande échelle de ces matériaux-là. Et je pense que là, chacun peut faire un petit bout de chemin. Et si tout le monde pousse dans le même sens, il n'y a pas de raison que ces matériaux-là ne deviennent pas la norme de demain. Voilà. Isabelle, je vous rends la parole.